Annie a pour mission, que je relève maintenant, de vous animer un hebdo de la médiation sur le thème du processus structuré de la médiation professionnelle. Alors, je suis là. Annie, tu as la parole. Oui, merci. J'ai eu un petit problème de son et j'ai été déconnectée au dernier moment. Mais bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, on entend Jésus, bonjour à tous qui êtes là, fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire. Et puis, bienvenue également à toutes celles et tous ceux qui vont nous regarder en replay sur mediator.tv. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cet hebdo de la médiation numéro 17, une émission dans laquelle nous allons traiter une thématique qui est essentielle pour notre profession, puisque on va parler du processus structuré de la médiation, de l'origine de l'expression et de sa pratique. Alors, c'est vous dire qu'on va faire un bond dans l'histoire de notre profession pour revenir à ses origines. Mais avant de vous faire de la gymnastique et de vous faire ce bond, je voudrais d'abord vous présenter les deux personnes qui vont intervenir sur le sujet. Donc, d'abord, vous présenter Hilaire Annonay, qui est médiateur professionnel en Martinique. Bonjour Hilaire. Bonjour Annie, bonjour à tous, à toutes. Nous, on s'est levé de bonne heure ce matin parce que pour tout vous dire, il est 6h32. Et Hilaire, que vous avez peut-être eu l'occasion de voir dans les 3 émissions que Jean-Louis Lascaux a animées avec les leaders sociaux, avec les personnes dans le domaine de la santé qui manifestent d'ailleurs depuis longtemps maintenant pour faire entendre leur voix en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Et puis, si vous ne les avez pas vues, ces émissions, elles sont en replay sur mediator.tv. Mais aujourd'hui, Hilaire, toi, tu vas intervenir alors dans un second temps sur la pratique du processus structuré. Donc, merci à toi d'être là. Et puis, je dirais bien sûr, sans surprise, parce que qui mieux que Jean-Louis Lascaux pouvait parler du processus structuré qu'il a lui-même initié, de l'origine de cette expression et puis de toute la petite et de la grande histoire liée à cette thématique. Jean-Louis, on n'a pas trouvé mieux que toi. Donc, bienvenue. Merci Annie. Bonjour à tous. Voilà, merci à tous les deux. Parce qu'en effet, il y a une histoire à ce processus structuré, une histoire qui commence à la fin du XXe siècle. Ça, c'est ce que diront les historiens un jour, et qui est liée à l'histoire de la médiation professionnelle, puisque c'est toi, Jean-Louis, qui a initié cette profession, avec cet intérêt et cette motivation à comprendre le fonctionnement humain, l'interaction communicationnelle entre les personnes, les problématiques relationnelles. Et les réponses qui étaient proposées ne te convenaient pas parce qu'il y avait un manque de rationalité dans les différentes modélisations qui étaient proposées et qui sont encore proposées aujourd'hui. Tu en parles régulièrement. Alors, tu as bossé sur le sujet, je m'en souviens bien, parce que j'étais présente à l'époque. Et dans cette recherche de la définition rationnelle d'une personne, dans cette recherche d'une modélisation rationnelle des modes de communication, tu as d'abord créé le modèle SIC, donc structure et interaction en communication. Ça aussi, je m'en souviens bien, un peu comme si c'était hier, même si c'était en 1991. C'est la date à laquelle j'ai rempli ma première étude SIC. Et comme tu te tournais de plus en plus dans la recherche de processus efficaces qu'on pourrait utiliser dans la résolution des conflits, avec cette idée déjà et une idée qu'on va bien reconnaître, que les personnes étaient en capacité de pouvoir décider par elles-mêmes et pour elles-mêmes, si elles étaient accompagnées par un professionnel. Et c'est comme ça que tu as élaboré ce processus qui structure aujourd'hui l'intervention du médiateur professionnel. Alors, ça fait une trentaine d'années pour la médiation, peut-être un peu moins pour le processus, mais il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et c'est quelque chose dont on ne se souvient pas, mais c'est quelque chose qui a bousculé le monde de la médiation. Parce que d'abord, à l'époque, on ne parlait pas de la médiation comme une profession, mais plutôt comme une activité. Et on ne parlait pas, ou très peu, de processus structurés, mais on parlait de procédures de médiation. Alors, je vais te laisser la parole, Jean-Louis, pour que tu nous dises dans quel contexte tu as initié ce processus, comment tu as su l'imposer au petit monde de la médiation et puis les étapes qui ont jalonné cette réflexion que tu as menée, puis après,
ça sera Hilaire qui prendra la parole pour parler de la pratique de ce processus. Jean-Louis, c'est à toi. Ah, merci Annie, mais c'est vrai que c'est toujours un sujet qui me semble difficile à aborder parce que je me dis que les gens, ça n'intéresse pas vraiment les gens. Les gens, je vois bien, ils viennent la plupart du temps en formation ou à des conférences pour entendre quelqu'un qui va leur apporter quelque chose de vite fait, vite consommable et quelque chose qui va être vite opérationnel. C'est souvent ce que j'entends. Et bon, à partir de là, faire un peu d'histoire, ça ressemble à, pour moi, j'ai tellement entendu la précipitation mentale, et je ne veux même pas dire intellectuelle, mais la précipitation mentale étant reine dans notre société, où le fast-food de la bouffe a contaminé le fast-food intellectuel, que les gens s'en foutent un peu quoi, de savoir d'où ça vient. L'idée d'un processus structuré. Mais quand on veut faire une profession, ben, ça me semble aussi important que de savoir que c'est venu d'une certaine approche. Hein. Je vois, il y a plein de techniques quand on regarde dans le champ de la psycho, quand on s'intéresse par exemple à d'où viennent les concepts et comment ils ont été arrêtés, comment ils ont été figés dans le vocabulaire, hein, comme par exemple l'inconscient, l'inconscient freudien. Hein. Je parle de l'inconscient freudien, je ne parle pas de j'ai fait ça inconsciemment, je ne l'ai pas fait exprès, etc. Mais c'est l'inconscient freudien qui est complètement envahissant dans le champ de la psycho. Ben, en fait, c'est une transformation sémantique de l'âme, hein, du côté obscur de l'âme. Et c'est ça, c'est d'où ça vient. C'est toujours intéressant de voir qu'en fait, c'est très religieux, la psychanalyse, puis tout ce qui est initié la psycho. Il y a un côté très religieux. Il faut y croire. Hein. Donc, dès lors qu'il faut y croire, eh bien, on peut se dire, il y a quand même quelque chose qui ne va pas en termes de rationalité. Je ne dis pas que ça ne fait pas de bien d'y croire. Hein, ça peut même faire plaisir d'y croire. Mais en fait, est-ce que c'est solide en termes de méthodologie, de rationalité? Non, on le voit bien. Chaque psycho a son appréciation sur la représentation d'une personne. Et on va te dire, celui-ci, il est comme si, le diagnostic d'un professionnel de la psycho va être différent de celui d'un autre professionnel de la psycho. Donc, on voit bien que ça, c'est complètement fantaisiste. Et après, bon, il y a tout l'émergence de la scientificisation de l'approche de la psycho. Pour moi, je n'ai jamais été convaincu par ça. Alors, tu l'as dit, ça a été la première chose qui fait que je me suis vraiment intéressé à ce sujet-là. Hein. J'ai passé des années à bosser, à réfléchir, à m'intéresser à la psychologie de l'enfant, à ingurgiter Piaget, à écouter Françoise Dolto même. Hein. Je veux dire, il y avait les mini-grégoires de la psycho, et puis les discussions du fond du bar du commerce. Hein. C'est toutes ces discussions-là qui ont fait que la psycho est devenue un langage commun. Et aujourd'hui, c'est même un référentiel de langage, même si tous les gens ne sont pas d'accord sur la définition de ces éléments-là. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est la méthode. Est-ce qu'on peut mettre de la méthode là-dedans? Alors, je me suis aperçu que non, on ne peut pas mettre de méthode là-dedans, on ne peut pas mettre de rationalité, on ne peut pas mettre, en fait, quelque chose qui va faire qu'on va tous avoir les mêmes repères. Hein. Si je vous dis, par exemple, allons à Rome, hein, puisque tous les chemins y mènent, soi-disant, eh bien, allons à Rome, eh bien, de là où on va partir les uns les autres, on va faire une route, et si on prend la route la plus courte, eh bien, on va prendre tous la même route. Ou alors, on va se mettre d'accord pour prendre des routes. Et c'est ça c'est rationnel. Tandis qu'en psycho, on va t'expliquer que non, ce n'est pas obligé, on peut prendre des routes qui n'existent pas d'ailleurs. Hein, mais ça sera peut-être la biroute, hein, ça serait peut-être une bonne idée celle-là. Elle ferait très plaisir à Freud. Et donc, c'est des choses comme ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est très fantaisiste. Et il fallait, pour moi, quelque chose de beaucoup plus rationnel, beaucoup plus méthodique, beaucoup plus structuré et structurant. Et je me suis aperçu comme ça qu'il y avait tout un vocabulaire qui entachait l'idée de
d'apprentissage. Il y avait ceux qui savaient et ceux qui ne savaient pas. Et il y a donc ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et ceux qui ne savent pas et qui ne comprennent pas. Et qui ne comprennent pas qu'ils ne le comprennent pas. C'est vraiment du raisonnement. Le sophisme est là, très fort, dans le champ de la psycho. Alors, c'est vrai que ça a tellement d'autorité que quand je débarque en tant que vivant, hein, en tant que vivant, quand je débarque en disant « Attention, on vous farcit la tête avec des concepts qui ne représentent rien en réalité. Hein. Mais bon, si vous y croyez, ça vous fait du bien, ben vous pouvez aller prier avec votre bouquin de psycho, comme d'autres y vont avec un missel, ben ça vous fera du bien. Parce que pendant ce temps, ben vous ne penserez pas à autre chose. Mais en réalité, après, est-ce que c'est transférable? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est utile? Moi, je me suis toujours posé ces questions-là, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à me lancer un défi. Alors, Annie le racontait, hein, c'était un défi purement intellectuel, de me dire, ben, puisqu'en fait, il y a des gens qui ont réussi à créer un modèle relatif au fonctionnement humain, hein, comme Freud, le conscient, l'inconscient, le moi, le surmoi, le ça, pourquoi pas en créer un autre? Pourquoi pas rechercher une méthode beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus objective, hein, c'est-à-dire visualisable, mesurable, voire. Hein. Et je me suis dit, tiens, je m'étais intéressé à Eric Berne, hein, mais j'ai eu tout un parcours sur les approches de développement personnel, entre guillemets. Donc, Eric Berne, super, pendant des années, je me suis éclaté à réfléchir, à savoir le parent, l'adulte, l'enfant. Alors moi, j'avais un enfant rebelle, hein, vous imaginez bien, parce que ça, c'est facile. On le voit tout de suite, on se dit, bah, celui-là, il n'est pas d'accord avec les autres, ça y est, paf, on le catalogue, il est bien, il est catégorisé enfant rebelle. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à mon âge, j'ai encore l'enfant rebelle. Non, mais c'est beau, ça, c'est beau. Donc, merci Eric Berne, hein, bon, même s'il est mort, on peut toujours le remercier, de m'avoir quand même laissé dans ce côté-là l'enfant qui est en moi. Mais c'est vrai que ça, c'est pas structurant. Ça, c'est étiquetant, c'est jugeant, c'est catégorisant. Mais encore une fois, je me suis aperçu qu'il fallait que je prenne de la distance par rapport à ça, alors que j'étais vraiment très sensible à un exercice dans l'approche de l'analyse transactionnelle, c'était le compte personnel. Écrivez votre compte personnel. Alors ça, j'ai passé des mois à écrire mon compte personnel, savoir vraiment comment je pouvais imaginer que je pouvais traverser la vie en commençant par le fait d'être un héritier d'un roi ou alors d'un paysan, hein, savoir, d'une reine ou alors vraiment d'une paysanne, quoi. Enfin, de qui pouvais-je être l'héritier dans un conte? Quelle était la bonne fée? Quelle était la mauvaise fée? Eric Berne, de ce point de vue-là, c'est très métaphorique. C'était génial. Donc, j'ai passé beaucoup de temps, mais encore une fois, je vous ferai remarquer qu'il faut y croire. Alors, autant ça peut être agréable de pouvoir se raconter une histoire, etc. Toute la vie, on peut se raconter une histoire et mourir et avoir bien vécu de s'être raconté une histoire. Hein. Toute la vie, on peut très bien aussi avoir recherché la méthode et la rationalité et l'avoir très mal vécu. Hein. Donc, quel est le sens de la vie? Quelle est la bonne manière de vivre? Je ne suis pas du tout en train de vous dire, voilà la bonne manière de vivre, etc. Je suis en train de vous dire, un jour, je me suis dit, je vais créer une représentation de l'humain, de la manière dont communique un humain, la manière dont on peut représenter un humain dans ses interrelations avec le monde, avec autrui, avec lui-même. Et c'est là que je me suis lancé ce défi de me dire, je vais mettre en place une représentation simple. Alors, après, c'est toute une réflexion un peu fantaisiste qu'on pourrait croire. Mais en réalité, je me suis appuyé sur deux auteurs. Le premier auteur, ça a été Pythagore. Pythagore qui était vraiment d'abord l'initiateur
de la philosophie, de l'approche quand on lui a posé la question, parce que ce n'était pas à Socrate qu'un dictateur avait posé un tyran, pardon. À l'époque, on ne disait pas dictateur, on disait un tyran. Un tyran avait interpellé Pythagore pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu es ?» Alors Pythagore avait dit « Moi, je suis amoureux de la sagesse. Je ne suis pas un sage. » Alors, il faut savoir que Pythagore, ce n'était pas vraiment un sage, hein, parce que c'était un bastonneur, un bagarreur, il était guerrier, etc. Et plus tard, Socrate aussi. Hein. Donc, il faut comprendre qu'à l'époque, les philosophes, c'était des gens qui étaient engagés également sur des affrontements physiques. Hein, c'était pas comme aujourd'hui, on peut se dire, un philosophe, il doit être sage. Alors, ne confondez pas quand même avec Bernard-Henri Lévy, qui est vraiment le clown de service le sophiste de l'approche idéologique qui se veut philosophique. Hein, là, il y avait vraiment une recherche de la part des pythagoriciens, de la part des gens de l'école platonicienne après, les héritiers de Socrate, de rechercher en fait ce qui pouvait faire la sagesse. Et quand faire la sagesse, mais dans une posture de sagesse, parce qu'on sait bien qu'en tant qu'humain, on ne peut pas être le sage de service. Alors moi aussi, je me suis dit, moi je préfère la sagesse, hein, mais bon, je suis quand même assez maladroit encore, donc je suis aussi un amoureux de la sagesse. Alors à ce titre-là, ben, je me retrouve bien dans le sillon de Pythagore et puis de ses réflexions logiques, parce que c'est pas une sensibilité, la sagesse, c'est une approche rationnelle, méthodologique, et c'est ce qui m'a intéressé. C'est ce que j'ai pu observer. Pourquoi on voit que Pythagore fonde la philosophie, mais également un ensemble de sciences qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on identifie aujourd'hui encore, hein, que ce soit l'astronomie, que ce soit l'approche de l'organisme humain, hein, ce qu'on pourrait appeler la biologie, l'anatomie. Tout ça, c'était des recherches que les anciens avaient. Et donc, là, il y avait aussi la mathématique, les mathématiques, l'arithmétique, la géométrie. Et donc, on retrouve tout de suite Pythagore dans le théorème, hein, du triangle rectangle. Donc, je vais pas vous poser les questions ici de savoir comment ça marche, mais vous voyez que entre l'approche méthodologique du comportement humain, qui est dans la philosophie, eh bien, il y a cette recherche de rationalité. Dès lors qu'on commence à dire bah, ça relève d'un peu de fantaisie, d'intuition, de bons sentiments, de bienveillance, là on se trompe de chemin. Le vrai chemin, c'est celui de la recherche méthodologique et de l'instrumentation de la rationalité. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai cherché à construire un modèle qui pouvait représenter de manière rationnelle chaque mode de fonctionnement d'un humain. Par exemple, le premier, c'est je reçois de l'information. Ensuite, je traite de l'information. Après, j'émets de l'information. L'un, c'est incontestable. C'est pas comme je suis conscient ou inconscient. J'ai mon inconscient qui complote contre moi-même. Hein, j'ai le ça, ma sexualité qui est là en train de me dévorer. Non, ça n'a aucun rapport avec ça. J'ai le diable en moi, hein, parce que dans d'autres approches religieuses, ce serait ça. J'ai le diable en moi. Ça n'a absolument rien à voir. C'est tout simplement comment je reçois de l'information. Est-ce que je le fais exprès d'abord de recevoir de l'information? La réponse, c'est non. Je ne fais pas exprès. J'ouvre les yeux, je vois, je capte. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir les oreilles pour recevoir de l'info, pour entendre. Alors parfois, je préfère me les boucher. Mais hein, quand, notamment pendant toute la période présidentielle des élections, là, bon, on aurait préféré avoir des tampons dans les oreilles parce que ça nous aurait évité d'emmagasiner un certain nombre d'âneries qui nous ont racontées au nom de la démocratie et puis du bien vivre ensemble. On n'a pas très entendu d'ailleurs le bien vivre ensemble. On a entendu comment spéculer sur les autres. Hein, mais on n'a pas entendu le bien vivre ensemble. Ça, c'est un problème. Et la philosophie est là. Elle est critique. Elle est comme je vous le dis là. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que
tu sais, un médiateur, ça va la fermer doucement. Mais non, le médiateur, c'est la voix du philosophe. C'est cette démarche-là qu'il faut avoir. Et c'est cette méthode. Je reçois de l'information, je suis critique par rapport à l'information que je reçois. Et après, pourquoi? Parce que j'ai une méthode de traitement de l'information. Est-ce que je fais exprès de traiter l'information d'une manière analytique, d'une manière analogique, d'une manière affective? La réponse, c'est non. Je reçois et je traite l'information. Et j'ai un mode de fonctionnement qui m'impose, a priori, un mode de traitement de cette information et de représentation donc du monde en moi. Et c'est là, est-ce que je suis conscient que j'ai cette manière de traiter l'information? Conscient, ça ne veut pas dire conscient, inconscient. Ça veut dire, est-ce que j'ai la veille, la vigilance, l'attention, l'énonciation qui va me poser sur le fait que pendant que je suis en train de vous parler, eh bien, je suis en train de vous regarder. Et puis tout à l'heure, je regardais, j'étais un petit peu interrompu par le fait qu'il y avait quelqu'un qui était venu pour peut-être régler la caméra de Stéphanie, Léal, Bernard. J'étais là comme ça, et je me dis, qu'est-ce qu'il va faire celui-là ici, là, pourquoi il me regarde comme ça? Mais c'est pas moi qui regardais. Mais j'ai quand même pensé ça. Et j'ai eu ma conscience qui était là. Est-ce que je suis toujours conscient? C'est pas possible d'être toujours conscient de ça. Et ça, c'est intéressant. Parce que là, je commence à m'intéresser au fonctionnement de l'humain. Est-ce qu'il le fait exprès d'être celui qu'il est? Vous souhaitez découvrir votre profil? Bien vu, Jérôme, tu as fait de la pub en même temps sur la profil SIC. Donc, et après, j'émets de l'information. Quand j'émets de l'information, eh bien, je suis là en train d'émettre d'une certaine manière, avec un certain langage, mais ce n'est pas parce que j'émets de cette manière-là que je reçois de la manière dont j'émets. Et c'était là un point critique que j'ai eu vis-à-vis de la programmation neurolinguistique. J'ai constaté qu'ils se sont plantés. Il y a plein de trucs qui sont super dans la PNL, mais là, c'est une erreur. C'est faux. Tel que j'aimais, ce n'est pas une révélation de ma manière de recevoir l'information. C'est pas parce que j'ai des expressions de type visuel que j'ai une préférence de réception visuelle. Et quand j'ai fait le travail sur la structuration du modèle des interactions et communications, que Jérôme vous fait la pub là, eh bien, ce modèle-là, quand j'ai compris qu'en fait, tel que j'aimais, ce n'est pas la manière de recevoir, et que ça ne conditionne pas non plus ma manière de traiter l'information, que je peux être un verbal, un visuel et un affectif, c'est-à-dire un verbal sur mon mode d'expression, un visuel sur ma réception et un affectif sur mon traitement de l'information. Alors là, je me suis dit, oh là là, quand j'ai vu ça, Annie disait, en 1991, elle a rempli son premier questionnaire SIC. Et oui, c'est vrai que j'ai mis longtemps à partager en même temps ce travail, parce que je me suis dit, waouh, c'est quand même vachement prétentieux de foutre par terre toutes les approches antérieures, d'avoir un discours aussi critique vis-à-vis des auteurs qui sont célèbres. Moi, je suis qu'un formateur et que quelqu'un qui est en train de me gratter de son côté avec des ordinateurs, en train de m'amuser, en train de poser les questions à sa frangine, et puis à ses potes autour, et puis à des gens qui viennent en formation autour de moi pour apprendre d'une part de l'informatique, et puis à l'époque, j'ai fait aussi un travail sur l'insertion de personnes qui étaient sans emploi depuis longtemps. C'était en 91, et puis après, j'ai travaillé aussi dans l'aventure de l'accompagnement de personnes qui ont fait de la prison pendant longtemps. J'ai fait une formation qui s'appelait Muros, et qui était sous la tutelle, financée par le ministère du Travail, le ministère de la Justice, etc. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé à travailler sur le modèle SIC. Mais je me suis dit, je ne peux pas le partager plus, parce que ça va bousculer trop d'idées. Et puis c'est tellement impertinent. Je me suis dit, c'est tellement impertinent de dire que là, j'ai un outil complètement rationnel. J'ai un outil qui dit, l'inconscient, le conscient, on s'en fout, ça n'a rien à voir. Les propos jugeants et étiquetants sur les comportements humains, on balaye ça. Est-ce que les gens savent comment ils fonctionnent? Est-ce qu'ils le font exprès de fonctionner comme ils fonctionnent? Non.
Alors, s'ils ne font pas exprès de fonctionner comme ils fonctionnent, ils peuvent donc apprendre. Et s'ils sont considérés comme étant pervers par certains, ben, c'est peut-être en fait l'esprit tordu de ceux qui les jugent comme ça, qu'il faudrait déjà qu'il faudrait réformer et leur permettre d'apprendre une autre modélisation non jugeante. Parce que pour faire en sorte que ce pervers change de comportement, ben, il faudrait peut-être qu'il apprenne qu'il peut avoir d'autres comportements et il n'a peut-être jamais appris, jamais peut-être il n'a été confronté. Alors, c'est ça, la démarche que j'ai voulu adopter, c'est celle de réfléchir comment on pouvait développer cette méthodologie, mais tout en étant retenu. Alors, j'ai gardé ça d'une manière assez confidentielle pendant des années, et je me suis dit, pendant des années, quand je dis ça, des années, dizaines d'années, hein, parce que Annie le disait, ça a 30 ans, ça, cette histoire. J'avais commencé en 1987. Il y avait un premier article dans un journal qui s'appelait Liaison sociale, où j'avais annoncé que j'allais mettre en place un instrument rationnel de l'approche des comportements humains. Et puis, je l'ai fait petit à petit. Mais tout en me disant, je ne vais pas le partager trop parce que c'est trop, justement. Alors, après, ben, des années se sont écoulées et puis je me suis dit que, tiens, j'allais mettre en place une formation de médiateur. Et là, une autre aventure commence. Hein, l'usage, l'approche, c'était une approche structurante. L'idée, c'était de permettre à des personnes de structurer leurs pensées, de structurer, d'avoir une démarche structurante par rapport à leur manière de s'exprimer. Alors, j'ai fait le lien, comme ça, avec cet outil, avec celui de la rhétorique, hein, où vous pouvez retrouver le logos, l'éthos et le pathos. Le logos étant sur globalement le modèle des structures et interactions en communication sur l'axe gauche, hein, et sur l'axe droit, c'est l'éthos, et sur l'axe central, c'est le pathos. Vous pouvez le voir avec la formation en rhétorique que fait désormais Jean-Bruno Chantraine. Mais donc ça, c'est une chose de dire, il y a une manière de faire pour pouvoir aider les gens à structurer leur pensée. Mais pour pouvoir vraiment le transmettre, eh bien, il fallait qu'il y ait une démarche aussi dans la structuration. Et c'est là où, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'intervention sur des personnes qui étaient en difficulté, j'ai compris qu'en réalité, ces personnes étaient en conflit avec elles-mêmes. Alors, c'était comment aider des personnes à sortir de là. Mais je n'ai pas voulu rentrer dans un affrontement comme ça s'était initié hein, dans les années 92, 93, 94. Ben, ça s'était initié, il y avait eu des affrontements entre moi sur des conférences que je faisais, et notamment à la Cité des sciences et d'industrie, j'avais fait une conférence qui présentait cette modélisation, et puis il y avait un parterre de psychos qui étaient venus, qui tapaient du pied par terre pour m'empêcher de continuer à parler. C'était quand même lourd. Moi, je ne faisais que dire que l'inconscient et le conscient, c'était quelque chose de très fantaisiste et qu'il fallait y croire. Et par ailleurs, ben, il va y avoir une modélisation beaucoup plus rationnelle de l'approche des individus et de la communication individuelle, sans partir avec des a priori sur le fonctionnement humain. Donc, et en balayant toute l'approche psychanalytique, hein, évidemment. Donc, d'autant plus qu'il y avait des gens qui étaient venus en formation avec moi qui m'avaient bien dit que quand ils étaient suivis par un psycho ou un psychiatre, eh bien, ces professionnels, entre guillemets, leur disaient « Arrêtez cette formation qui vous empêche de suivre d'une manière attentive ce que je vous dis et ce que je fais avec vous. Ce formateur empêche le bon déroulement de votre psychothérapie ou du travail de psychologie que je fais. » Bon, voilà, donc je me disais quand même, non, moi, j'empêche rien. Le gars, il peut faire ce qu'il veut, ou la personne, elle peut faire ce qu'elle veut. Moi, je ne fais que dire, regardez comment peut fonctionner un humain, comment vous recevez de l'information par le visuel, etc. Je ne vous fais pas la copie, hein, vous pouvez vous reporter sur l'idée du modèle SIC. Eh bien, c'est vrai que là, il y avait des affrontements. Et ces affrontements-là m'ont beaucoup étonné, parce que moi, je ne faisais que transmettre l'idée d'un processus structurant. Alors,
je me suis dit en 2000, en 1999, que j'allais écrire un bouquin sur la médiation. Et là, j'ai fait la découverte qu'il existait des courants, dans mon approche de compréhension des choses, j'ai identifié des courants de pensée que je n'ai pas tout de suite nommés, parce que j'étais assez étonné, mais j'ai bien compris qu'il y avait un peu de psycho là-dedans, mais il y avait surtout de la religion, parce que le premier médiateur en phare qui existait à l'époque, c'était Jean-François Six, qui a été mis en cause, etc. Bon, plus tard, mais c'est de l'anecdote de relation dans ce domaine-là. Jean-François Six a écrit un bouquin. C'est un prêtre, je ne sais pas si vous savez, mais c'était un prêtre qui a écrit un bouquin qui s'appelait Le temps des médiateurs. Alors moi, j'ai toujours aimé cette idée-là, le temps des magiciens. J'ai trouvé que le titre était beau. Et donc, j'ai acheté le bouquin, Le temps des médiateurs. Alors, j'étais très déçu du contenu, mais j'ai quand même trouvé l'idée bonne. Même si je suis déçu, je me dis, il y a quand même une super idée là-dedans. Et comme moi, j'étais consultant en médiation et je faisais du rapprochement d'entreprise, je me suis dit, tiens, moi aussi, je vais écrire un bouquin qui va parler d'une méthode structurante et structurée. Et c'est là où commence cette grande aventure de me dire, voilà, je vais mettre en place une démarche précise pour pouvoir développer la médiation. Alors qu'à l'époque, c'est l'idée que défendait Jean-François Six et puis tous les tenants de la médiation que j'ai appelée après traditionnelle, c'était l'idée que le médiateur faisait en sorte que les gens deviennent plus gentils, plus compréhensifs, qu'ils soient plus bienveillants. Et donc le médiateur lui-même devait être bienveillant. Et la médiation se conduisait avec le feeling, avec du bon sens. Et c'est tout ça, mais ça reste encore ça, l'enseignement de l'Institut catholique, même s'ils ont récupéré l'idée de l'approche du processus structuré, ça reste quand même très fortement ces idées-là de la bienveillance, etc. Alors je ne dis pas, attention, qu'il ne faut pas être bienveillant dans la vie de tous les jours, qu'on se comprenne bien. Dans la vie de tous les jours, tu peux être bienveillant. Bien sûr, parce que bienveillant, ça veut dire quoi? Ça veut dire être attentif à ce que fait quelqu'un et faire en sorte de protéger la personne. C'est ça la bienveillance. Donc, en médiation, il n'y a pas de bienveillance. Les gens sont là et tu accompagnes un processus qui leur permet de structurer leur pensée. Tu n'as pas de raison d'être bienveillant. Tu les aides à la gamberger. Et pour certains, c'est la première fois de leur vie. Alors, bien sûr que ça va couiner. Mais c'est ça qui va les aider à sortir du différent auquel ils sont confrontés et du différent avec eux-mêmes et avec les autres. Donc, la démarche, elle a consisté à faire en sorte de structurer l'approche des entretiens de médiation, l'approche des réunions de médiation. Et ça a été, avec le modèle SIC, ça a été la vraie aventure, je veux dire, de transmission pédagogique. C'est-à-dire que l'approche du processus structuré est intéressante parce qu'elle permet de transmettre à quelqu'un. Non seulement elle lui permet d'ordonner sa pensée, d'organiser sa pensée, mais elle permet aussi à l'intervenant, au tiers médiateur, de faire un transfert méthodologique, un transfert de repères. C'est comme ça qu'on peut arriver à vraiment développer une approche qui permet aux personnes de mieux comprendre les situations dans lesquelles elles sont. Alors, il y a des gens qui disent de mieux se connaître. Non, moi, je ne crois pas. Moi, déjà, il y a cette idée-là de mieux se connaître. Ce n'est pas du tout dans mon discours. Quand je le dis, c'est familier. Allez, je te connais, je te reconnais, etc. Je me connais. Non, moi, si j'arrive à me comprendre, c'est déjà un exploit. Donc, faire en sorte que les gens se comprennent. Et j'aime bien ce vocabulaire-là, se comprendre, parce que se comprendre, c'est avoir prise sur soi, étymologiquement.
étymologiquement, c'est avoir une prise sur soi, c'est-à-dire avoir le pouvoir de soi, le pouvoir sur soi. Et ce n'est pas dans une relation maître-esclave, hein, le pouvoir, c'est-à-dire m'imposer quelque chose. Non, c'est avoir la prise sur soi. Et j'ai souvent dit, si on parle d'approche économique, on a une approche économique intelligente et non pas une approche économique stupide, comme celle qui est animée dans un libéralisme fou en ce moment, c'est-à-dire que c'est les faibles qui sont au service des forts, c'est les faibles qui se mettent en allégeance des forts. Hein. C'est au contraire, c'est ce qui est fort en moi qui doit être mis au service de ce qui est faible en moi. Et dans cette approche transposée de la vie en société, vous me voyez venir, eh bien, une société intelligente, ça serait la même chose. C'est le fort qui se met au service du faible. Alors, on le voyait hein, dans la société chevaleresque, hein, si ça vous dit quelque chose, il y avait quand même des petites idées. Bon, aujourd'hui, ça a un peu disparu, hein, l'idée du fort au service du faible. Alors, il y a un peu de sponsoring, hein, vous avez entendu, hein, mais on fait du sponsoring, mais c'est vachement intéressé. Et le mécénat, c'est sur retour sur investissement. Donc, il y a le côté du fort au service du faible, on ne le voit pas vraiment. Alors là, on peut se dire, tiens, avec la guerre en Ukraine, il y a les forts qui se mettent au service de qui, là? Ben, on voit bien que c'est de la bagarre, c'est une spéculation. Ce n'est pas du tout une démarche d'altérité. Donc là, on introduit un autre concept qui est celui de promouvoir l'altérité, c'est-à-dire que c'est un processus qui permet aux personnes, dans cette approche structurée, de mieux se comprendre en soi avec les autres. Et c'est ça la force de ce processus qui donne prise. Donc, je ne peux avoir prise réellement que dans deux cas. Soit d'allégeance, j'ai une prise, tu te soumets, soit de compréhension réelle avec la démarche d'altérité. Pour pouvoir mettre en place cette démarche d'altérité, il faut un tiers. Et donc, j'ai mis en place une approche structurée des entretiens avec une structuration permanente de la pensée. Quand je dis, par exemple, la médiation obligatoire, hein, quand j'ai compris qu'il fallait mettre en place la médiation obligatoire, c'était en 2000. On m'a tous, ils m'ont dit que c'était un fou de service, que c'était absurde, que c'était contre-productif, hein, je le rappelais hier ou avant-hier, contre-productif, je l'ai entendu X fois. D'ailleurs, il ne me nommait pas. Hein, Monique Sassier, qui a été très critique vis-à-vis de mon approche, qui proposait la médiation obligatoire, qui est devenue après médiatrice de l'éducation nationale. Avant, elle était secrétaire nationale ou directrice de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Hein. Elle a progressé dans le monde de la médiation avec l'Institut catholique, avec aussi la formation qui a été délivrée par l'IFOMEN, hein. C'est toujours le même courant de pensée. Ils ont toujours dit que c'était contre-productif d'envisager la médiation obligatoire. Mais la médiation obligatoire ne peut fonctionner réellement que si on est dans une démarche structurante et structurée. Évidemment qu'il va y avoir des échecs avec les approches de médiation traditionnelle. Évidemment que là, ils vont pouvoir dire « oui, mais vous voyez que ça ne marche pas ». Ben oui, ça ne marche pas parce qu'ils sont incompétents. Parce que la première des choses qu'il faut savoir faire, c'est conduire un processus structuré. C'est-à-dire que quand je viens, je vais faire en sorte, moi, médiateur, je vais faire en sorte de donner envie aux personnes de participer à la médiation. Parce que ce n'est pas parce qu'ils viennent me voir qu'ils sont volontaires. Oui, c'est vrai. Parce que quand je suis en conflit, je suis volontaire pour la baston. Ben oui, je suis volontaire pour guerroyer, pour gagner vis-à-vis de l'autre, pour le foutre par terre. Et c'est normal, je suis en conflit. Donc, le conflit, c'est la surenchère. Si j'ai quelqu'un qui vient me voir alors que je suis en conflit et qui vient me dire « Attends, celui-là, on peut le gazer, on peut le mettre KO en 2 temps 3 mouvements, tu vas voir. » Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers celui qui va me dire « On va le mettre KO, l'autre. » On va aller sur le ring, mais attends, ce n'est pas toi qui vas monter sur le ring, on a quelqu'un qui va y aller pour toi. Donc, ça
c'est la tentation, évidemment, de gagner. Mais il faut que le médiateur ait une approche structurante de la pensée de médiation, d'altérité. Il faut qu'il aide son interlocuteur à réfléchir par rapport aux issues. Donc, la première des choses qu'on va voir, c'est qu'il faut connaître les issues de l'adversité, les issues de l'altérité. Et c'est là qu'on voit qu'il y a 3 issues de l'adversité, 3 issues de l'altérité. Ce n'est pas difficile, je le dis bien, c'est jamais difficile, mais c'est structurant et c'est vrai que c'est embêtant de pouvoir se dire « Ah, là là, je vais devoir apprendre des maths, je vais devoir apprendre des formules. Oh, quel métier! Ça, c'est pénible. Je vais devoir être logique. Je ne vais pas pouvoir m'occuper avec ma fantaisie et toute ma connerie. Non, je ne vais pas pouvoir appliquer ça. Il va falloir impérativement que je fasse preuve d'intelligence. » Et oui, pourquoi? Parce que vous voulez aider les autres. Et oui, votre fantaisie, votre intuition, votre bon sens, vous pouvez vous asseoir dessus parce qu'en réalité, c'est pénible. Il va falloir être méthodique, rationnel. Et on continue comme ça, on a 3. 3 adversités, 3 altérités. Il va peut-être falloir que je fasse réfléchir à la personne aux conséquences de l'usage de l'adversité. C'est possible. Je peux conduire ce process, cette discussion. Et je peux aussi l'aider à réfléchir, parce que moi j'ai les repères. Je l'aide à réfléchir sur les repères de l'altérité. Et me voilà dans un processus d'entretien qui va aider la personne aussi à s'approprier le référentiel de la dégradation relationnelle. Et me voilà en train de hisser mon interlocuteur dans une réflexion conceptuelle sur ce qui a fait dégrader sa relation avec l'autre. C'est plus facile de regarder l'autre que de se regarder soi-même. C'est là, il y a une structure obligatoire. Vous ne pouvez pas, vous pouvez essayer, moi ça ne me dérange pas, mais une fois que vous avez essayé, vous allez voir, ça ne marche pas, de faire l'inverse. Commencez par demander à votre interlocuteur, sans lui poser de questions, invitez-le à dire ce qui fait que sa relation s'est dégradée à cause de l'autre. À cause de l'autre. Vous allez voir, il y a plein d'histoires. Et c'est ce que j'appelle l'identification des pics. Les prêts d'intention négatifs, les interprétations négatives, la contrainte. Alors, mais évidemment, je pourrais y passer des heures et des heures. Il est déjà 13h15 et il y a Hilaire qui piétine, qui se dit, mais alors, ça y est, la théorie, tu as fini. J'ai bientôt terminé Hilaire parce que je l'ai dit avec enthousiasme. Je vous le dis là, si vous voulez en savoir plus sur l'approche structurée, si je vous ai bien démontré que vraiment c'est structuré et structurant, voilà le discours que j'ai tenu. Puis, il y a la partie d'élévation conceptuelle, de déclinaison conceptuelle, qui permet de préparer l'interlocuteur, votre interlocuteur, à la réunion de médiation. On ne peut pas faire venir des gens en médiation sans avoir réfléchi avec ces personnes, sans avoir réfléchi ces personnes. Ce n'est pas possible. Si vous faites ça, vous avez, c'est vrai, je dirais 1 chance sur 2, parce que c'est toujours pareil, que ça marche. Vous pouvez très bien commencer une médiation en amateur. Et ça va marcher. Et vous pourrez vous dire, ouais, tu vois, ce que disait Lascaux, c'était pas la peine d'être si compliqué, pas la peine d'être si rationnel, ça marche quand même. Oui, ça marche. Mais la prochaine fois, ça ne va pas marcher et vous direz, oh, mais ce que disait Lascaux, finalement, ça ne marche pas. Mais oui, parce qu'en fait, vous ne savez pas l'appliquer puisque vous ne l'aurez pas appliqué. Parce que ce que je vous dis, c'est qu'il faut le faire tout le temps. Tout le temps, de la méthode, de la structure. Alors, quand est arrivé ce moment, alors je vous dis, je passe les étapes, vous pourrez continuer sur le processus structuré jusqu'à la réunion, où dans la réunion, il y a également des étapes de structuration. Bilan, inventaire, projet, et on arrive à une entente ou un accord. Donc, je vous passe les étapes de la réunion. Je vous dis seulement qu'en 2008, on a fait un voyage à Bruxelles avec Agnès Tavel et Henri, Sandro Smila.
on a fait un voyage pour aller expliquer à la Commission européenne, à l'époque, qui était en train de rédiger une directive qui allait généraliser la médiation dans tous les États membres. On a expliqué qu'il ne fallait pas l'appeler procédure de médiation. Et je suis allé là-bas et j'ai réfléchi pour pouvoir proposer une appellation. Et j'ai proposé processus structuré, en prenant mon processus structuré comme étant de référence également. Et c'était un peu ironique parce que je me suis dit que s'ils adoptaient ce vocabulaire-là, tout le monde allait l'adopter et ils allaient devoir s'intéresser au processus structuré de la médiation professionnelle. Que nenni! J'ai donc proposé ça a été adopté dans la directive européenne et maintenant aussi dans la législation en France et dans plusieurs pays. L'expression processus structuré est adoptée, mais ça n'a pas transformé l'incompétence des autres centres de formation. Non, ils ont continué à enseigner leur bidule. Alors que moi, tout ce que j'ai fait, j'ai mis en place un wiki médiation pour pouvoir dire, mais également les gens réfléchissez au moins à des processus structurés. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit oui, de temps en temps, on peut faire des entretiens individuels et c'est à l'occasion, au bon sens du médiateur, ils peuvent faire également des réunions, mais on peut faire directement la réunion, c'est selon le cas et selon le feeling du médiateur. Mais non, ça, ce n'est pas professionnel, ce n'est pas une méthode. Donc, voilà comment l'expression est rentrée dans la loi et donc comment on en est arrivé à développer ce concept de processus structuré, et je dis bien l'expression entière, c'est processus structuré et structurant, qui a pour but de permettre à des personnes de conduire des projets et d'améliorer leurs relations, de développer de l'entente. C'est ça l'objectif de ce processus structuré. J'espère que je vous ai donné envie d'en savoir un peu plus. Je vois Angela qui est en train de réfléchir et puis ça gamberge, hein. J'aimerais bien à un moment donné savoir ce qu'elle pense, parce que je regarde, c'est assez marrant de voir aussi Isabelle, François, Marie-Thérèse, Stéphanie, tout le monde est en train de gamberger. Donc, je vous remercie de cette écoute. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, je remercie Annie qui m'a donné encore une fois envie de raconter un peu d'histoire et de m'épancher sur cette approche qui a permis la résolution de milliers de litiges et de milliers de conflits. Donc, oui, c'est vrai que j'ai envie de partager ça. Maintenant, de plus en plus, parce que même si on me critique encore comme le font les autres, j'en ai autant à leur service. C'est ça la polémique, ce n'est pas du conflit. Alors, justement, quand tu dis ça, Jean-Louis, je pense que tu as été exhaustif sur le sujet, mais avant de passer la parole à Hilaire, je voudrais faire un petit aparté, parce que ça ne touche pas directement le processus structuré, mais bon, ça touche la médiation professionnelle. Souvent, j'entends dans les formations que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un consensus entre les différents courants de pensée de la médiation. Et là, c'est peut-être l'occasion de dire que tu as rencontré, que tu as échangé avec plusieurs médiateurs de la médiation traditionnelle, mais que tu as rencontré un tel gap, un tel décalage entre ces deux courants de pensée, donc je parle de la médiation pour se conformer et de la médiation pour réfléchir, qu'en fait, c'était compliqué pour eux d'oser imaginer autre chose qu'une mise sous tutelle de la médiation. Et tu me racontais, il n'y a pas très longtemps, tu me rappelais qu'effectivement, tu avais rencontré ces médiateurs et en leur faisant des propositions du processus structuré de la médiation professionnelle, et qu'un médiateur t'a dit « Jean-Louis, il faut que tu rentres dans le rang ». Tu pourrais peut-être en dire deux mots, parce que c'est intéressant que nous, là, qui sommes là, connaissions aussi cette histoire, de ne pas penser qu'il y a eu, que tu t'es mis à l'écart volontairement, tu vois, comme au-dessus de la mêlée. Non, ça fait suite à une histoire. Et puis après, Hilaire, ça sera à toi. Merci. Oui, j'ai pas du tout prêché je dirais, l'isolement. Au contraire, j'ai fait des conférences. Quand on fait des conférences en public, c'est parce que justement on veut dialoguer. Alors évidemment, c'est pas une démonstration d'ouverture aux autres, la conférence.
Hein, ça peut très bien être une démonstration aussi de fermeture aux autres. On vient pour dire ce qu'on pense et puis on se barre. Moi j'ai toujours aimé la polémique. J'ai toujours aimé la discussion, l'affrontement, l'affrontement verbal. Je veux dire, si tu as des arguments qui sont pertinents, vas-y, envoie. Même tes arguments impertinents, hein, ça me fait marrer. Donc, c'est toujours marrant. Bon, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, j'ai de l'audace. Mais il y en a pas beaucoup qui ont de l'audace vis-à-vis de moi maintenant. Mais moi, je prends des positions. Oui, parce qu'en fait, j'ai toujours considéré que d'abord, c'est ma vie d'humain. Je ne vis pas la vie des autres. Je vis ma vie d'humain. Hein. Et puis, elle est vite passée, hein, parce que quand je vois que j'en ai plus derrière que devant maintenant. Hein. Enfin, j'espère d'ailleurs, parce que ça serait un peu cruel d'en avoir autant devant. Ça serait un sacré mauvais état. Mais à moins que la science vraiment s'occupe de moi. Mais vu les laboratoires actuellement, je n'aurais pas trop confiance. Mais donc, c'est vrai que quand j'ai proposé à des dirigeants d'école qu'on réfléchisse ensemble sur une approche méthodologique, je ne dis pas qu'il faut que toutes les approches soient similaires. Parce que j'ai toujours considéré aussi que les religions, hein, comme le faisait observer l'auteur de l'éthique Spinoza, comme le faisait observer Spinoza, il disait que les religions sont nécessaires parce que quand les gens n'ont pas plus de moyens de réfléchir, bah, au moins qu'ils croient pour pouvoir réguler leur comportement dans la vie en société. Bon. Moi, je crois aussi que, pour le coup, il y a des croyances qui sont bonnes à transmettre tant que les gens n'ont pas réfléchi. Alors, ça peut vous paraître un peu agressif, ce que je dis là, vis-à-vis des religions, parce que la religion, pour moi, c'est une béquille. Ce n'est pas du tout un instrument de réalité. Hein. Vous avez bien compris que moi et Dieu, ça ne fait qu'un. C'est-à-dire qu'une fois que je meurs, Dieu meurt. Le seul référent qui est capable de faire des miracles dans ma vie, c'est moi. Hein, c'est comme ça que je vous le dis. Le seul référent qui est capable de faire des miracles dans votre vie, c'est vous. Donc, dites-vous bien ça. Donc voilà, on part déjà de cette idée-là. Alors, vous pouvez comprendre que c'est difficile d'avoir une discussion avec des gens un peu trop fanatiques. Un peu trop fanatiques, c'est-à-dire qu'ils sont très ancrés dans des représentations religieuses et qui défendent leur chapelle. Moi, je ne défends pas de chapelle. Ma chapelle, elle est dehors. Tandis que, voilà, donc ça devient difficile sur le coup de discuter sur ce qui fait autorité. C'est-à-dire que quand on parle de libre décision, j'ai en face de moi des gens qui me disaient « Mais non, on ne peut pas prendre une décision libre. C'est pas possible. » Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a l'emprise de l'autorité souveraine. L'autorité souveraine, vas-y, développe. Tu as les yeux qui montent au ciel et puis tu comprends tout de suite que toi, tu es tout petit à côté. Donc là, c'est difficile. Qui peut faire médiateur ? Jean-François Six, dans son bouquin, il le dit très bien. C'est quelqu'un qui est croyant. C'est quelqu'un qui a le référentiel de la bonne religion, en l'occurrence. Bon, après, on peut voir qu'il suffit de changer de pays pour changer de référentiel religieux. Mais c'est bien ça. Moi, c'est quelque chose d'universel, où je dis, il n'y a pas besoin d'y croire. On a une approche méthodologique, on aide les gens à repérer ce qui fait la dégradation relationnelle de leur part, de la part de l'autre. On leur permet de comprendre le projet auquel ils veulent participer, de s'impliquer ou de ne pas s'impliquer, de voir ce qu'ils veulent mettre dans la relation ou pas. Et là, on aboutit tout simplement, je viens de le dire vite fait, on aboutit tout simplement à la résolution d'un différend. Mais encore faut-il que les personnes s'identifient bien de là où elles sont. Et qu'elles ne fassent pas de confusion identitaire. Et ça, c'est un aspect important. Donc, c'était difficile de pouvoir partager
l'idée d'un processus structuré et structurant, réel, je veux dire rationnel, hein, parce que après, vous voyez, le mot est rentré dans la législation, et comme me l'avait dit Stéphane Ben Simon, hein, il m'avait dit, quand la loi est là, on la respecte. Et je dis, mais non. Donc, quand la loi est là, on ne la respecte pas. Ah non, ça c'est très différent. Parce qu'il y a des lois vichistes, par exemple. Il y a des lois iniques qui ont été adoptées et qui n'étaient pas respectables. Et aujourd'hui encore, il y a des lois iniques. Donc, il faut bien que nous prenions une position de responsabilité citoyenne. Et nous, en tant que médiateurs, on doit pouvoir souligner ça. Notre mission sociétale de médiateur, c'est d'aider les gens à réfléchir, mais aussi d'être les témoins de cette réflexion. Mais quand je suis dans la vie en société, j'aide les gens à réfléchir. Alors parfois, c'est un peu brutal, mais remarquez bien que dans les processus structurés de médiation, quand on est deux, c'est aussi brutal. Combien de fois ai-je eu des gens qui pleuraient? Mais personne ne m'a jamais menacé, personne ne m'a jamais massacré. Tout le monde a toujours réfléchi posément, parce que j'ai toujours été respectueux de l'ignorance et de l'incompétence. Respectueux, oui, mais dénonciateur aussi. C'est-à-dire que je peux dire à quelqu'un, oui, tu n'es pas compétent. Tout récemment, j'ai des gens qui sont venus chez moi pour pouvoir déboucher une tuyauterie. J'avais déjà raconté ma misère une fois. Eh bien, ils sont partis, ils n'avaient pas débouché la tuyauterie. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont envoyé une facture. Puis je ne l'ai pas payée. Ils m'ont envoyé une lettre recommandée, une lettre d'huissier. J'ai rigolé. J'ai dit, allez, viens, on va s'expliquer. Déjà, je regarde sur leur papier, il n'y avait pas de médiateur de la consommation. Ah, je dis ça va vous coûter 15 000 €. Ça peut. Et puis, par ailleurs, je dis, médiation obligatoire. Donc, quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas marqué sur votre papier. Mais ils ont arrêté, hein, ils ont plié. Donc, je ne vais pas m'incliner. Non, je ne m'inclinerai pas parce que quelqu'un veut m'imposer quelque chose. Et oui, on m'avait dit, Jean-Louis, tu dois rentrer dans le rang parce que la législation fait ça et tu vas voir, on arrivera à faire en sorte qu'il y ait un diplôme d'État de médiateur. Et à ce moment-là, j'ai dit non. Et quand ça s'est passé pour la médiation familiale, dites-vous bien ça, quand ça s'est passé, qu'il y a eu un diplôme d'État de médiation familiale, je suis allé voir avec, encore une fois, Henri qui était là, avec mon ami aussi Marc Lecordier, qui était à l'époque président de la Chambre, et avec d'autres personnes qui étaient là, il y avait un notaire, il y avait des avocats, etc. On était vraiment il y avait un Parisien et puis tous les bourgeois de province. J'avais dit au ministre, vous accueillez là les bourgeois de province qui sont pas contents contre le fait que vous allez mettre en place une médiation familiale sous la tutelle de l'État. Il m'avait dit comment ça? Je dis c'est simple. Imaginez que dans un pays dictatorial, ils mettent en place aussi un diplôme d'État de médiateur. Pourquoi le diplôme d'État de médiateur français serait plus valable que le diplôme d'État d'un État dictatorial? Pourquoi? C'est un mauvais exemple. C'est une mauvaise coupe. Parce qu'en fait, vous êtes en train de dire qu'un diplôme d'État peut définir ce que c'est qu'une médiation. Aujourd'hui, imaginez que l'État puisse reconnaître ce qu'est un médiateur et que l'État lui-même est en conflit. C'est absurde. Il va labelliser des gens qui vont pouvoir faire une médiation par rapport à lui en tant que parti. C'est absurde. Donc, il faut impérativement que les médiateurs soient indépendants. Indépendants de par leur formation. Et je le dis, je le répète, je n'avais pas terminé ma phrase tout à l'heure, je suis pour qu'il y ait des courants de pensée différents de la médiation. Mais je proposais qu'il y ait plus de structure de leur part. Mais je suis pour qu'il y ait les différentes représentations des courants de pensée, qu'il y ait une médiation d'obédience juridique,
qu'il y ait une médiation. Oui, pourquoi pas? Si, ça peut aider des gens. Comme le disait Spinoza, la croyance permet à des personnes de se sortir des ornières dans lesquelles ils sont. Donc je suis pour, mais je suis pour aussi plus de méthode, plus de rationalité, plus de structuration. Et vous voyez que la discussion, moi je suis toujours ouvert, je peux lancer un appel, hein, je l'ai déjà lancé. Venez discuter avec moi, comparons nos processus et voyons ceux qui ont le plus de résultats. Ok, donc c'est la concurrence des idées. C'est la concurrence des idées, et on peut se dire que la concurrence des idées, c'est sain, parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer la pensée. Ok, merci Jean-Louis. Eh ben, Hilaire, tu m'as dit là que tu avais un petit problème de connexion, mais ça y est, tu es revenu. Oui, tu nous oui, entends? Annie, voilà. Voilà. Eh bien, écoute, c'est à toi si tu veux bien intervenir sur la pratique du processus structuré. D'accord, mais écoute, merci à Jean-Louis pour cette genèse très structurée du processus structuré. Alors, en ces temps complexifiés, on entend beaucoup parler de médiation et pour l'initié, en fait, il s'agit souvent de négociation, d'arbitrage ou de conciliation. Alors, qu'est-ce que la médiation professionnelle? Je pourrais dire que c'est une alternative à la gestion des conflits, un espace de liberté qui permet à au moins deux personnes en conflit de rentrer dans un processus structuré qui les conduira à trouver par elles-mêmes leur solution, en étant accompagnées, bien sûr, par un spécialiste de la qualité relationnelle. Le processus structuré de la médiation professionnelle peut être défini comme une instrumentation au service des médiateurs professionnels afin de les outiller dans la résolution des conflits. Ce processus utilise les outils de l'ingénierie relationnelle. Dans ce processus structuré, il y a un enchaînement d'étapes placées dans un certain ordre pour aboutir à un résultat final. Les différentes issues du conflit sont connues du médiateur professionnel, comme l'a dit Jean-Louis, tout en sachant que la décision appartient aux parties en conflit. Alors, quel que soit le type de conflit, familial, de voisinage, commercial, en entreprise, le médiateur professionnel est sollicité lorsque la situation relationnelle s'est dégradée à tel point que la présence d'une tierce personne qualifiée dans la relation est nécessaire pour leur permettre de trouver une issue dans une inimaginable discussion. Cette inimaginable discussion entre les parties doit permettre de mettre en évidence le processus de la dégradation relationnelle qui les a conduits au conflit alors qu'elles vivaient peut-être dans l'entente. Elle doit leur permettre également de réfléchir en toute rationalité en évitant de se laisser envahir par leurs émotions. Lors de la médiation professionnelle, le médiateur professionnel n'intervient pas dans les intérêts ou les enjeux du conflit, qui ne sont en réalité que la conséquence de la dégradation relationnelle. Mais voyons l'enchaînement des différentes étapes du processus structuré de la médiation professionnelle. En médiation professionnelle, deux grandes phases peuvent être évoquées. La première phase est celle des entretiens individuels où le médiateur reçoit chacune des parties. Ces entretiens préparent à la réunion de la médiation. La seconde, celle de la réunion où les deux parties sont en présence du médiateur professionnel. Lors de la rencontre avec la personne ayant demandé la médiation, le médiateur professionnel l'accueille dans un lieu qu'il a choisi, la remercie de sa confiance, ainsi que d'avoir choisi la médiation pour trouver une issue à ce conflit. Puis, il lui explique sa posture de distanciation qui se traduit par son indépendance, à savoir qu'il ne dépend d'aucune autorité et qu'il n'a pas de compte à rendre à quiconque. Son impartialité, car il ne prendra parti ni pour l'une ni pour l'autre des parties. Sa neutralité, en ce sens qu'il n'interviendra pas dans la décision prise de manière collégiale par les parties. Et enfin, la confidentialité, garante de la relation de confiance. En effet, tout ce qui sera dit lors des entretiens ne sera pas divulgué. Le médiateur professionnel adhère à la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, ce qui garantit une qualité de formation
Et il applique également les principes d'éthique et de déontologie inscrits dans le Codéum, à savoir le code d'éthique et de déontologie des médiateurs professionnels. Le médiateur professionnel contextualise le différend en rappelant brièvement l'objet de la médiation et en sollicitant la personne à lui en dire un peu plus sur ce conflit. Dès lors, il fait des restitutions de sens, à savoir qu'il renvoie à la personne la conséquence logique de ce qu'elle dit en utilisant des locutions adverbiales comme par exemple peut-être, en ce moment, pour l'instant, ce que vous dites, etc. Il ne s'agit nullement de reformulation, mais d'une façon de structurer la pensée en termes de fait, leurs conséquences et leurs ressentis. Le médiateur professionnel remercie à plusieurs reprises la personne. De ce fait, il reconnaît la légitimité de celle-ci dans ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Il utilise également le langage attributif qui permet l'évolution de la pensée et consiste à faire réfléchir la personne en introduisant le doute rationnel. Il pratique également l'altérocentrage qui, là encore, permet de structurer la pensée et d'ordonner les états émotionnels. Le médiateur professionnel demande à la personne ce qu'elle attend de la médiation. Par exemple, vous pourriez peut-être me dire ce que vous attendez de la médiation et lui fait une restitution de sens à partir de ses réponses. Le médiateur professionnel la remercie d'avoir choisi la médiation comme mode de résolution de son différend. Puis, le médiateur professionnel souhaite savoir ce que la personne attend de lui, toujours en utilisant le langage attributif et en faisant une restitution de sens. Le médiateur professionnel remercie la personne de sa confiance et s'engage auprès d'elle pour que la prochaine étape, qui est la réunion, se déroule dans les meilleures conditions et qu'une issue soit trouvée. Dans l'étape qui va suivre, appelée élévation conceptuelle, le médiateur professionnel va rechercher les pics, à savoir les prêts d'intention, les interprétations jugeantes et les contraintes qui sont les invariants du conflit. Sans en avoir conscience, la personne émet des pics négatifs à l'égard de l'autre partie. Le médiateur pourra ainsi formuler: pour que cette médiation se déroule dans de bonnes conditions, vous pourriez peut-être me dire ce que vous n'aimeriez pas que M. X pense, dise ou fasse, qui pourrait compromettre la médiation. Dans le récit de la personne, le médiateur professionnel a relevé les pics négatifs et en fait une synthèse. Puis, le médiateur s'engage auprès de la personne à ce que ces principes qu'elle a elle-même choisis soient respectés par l'autre partie. Il s'ensuit une inversion précurseur de la déclinaison conceptuelle. À ce stade, le médiateur professionnel demande à la personne l'autorisation de lui poser une question. Cette question est la suivante: vous pourriez peut-être appliquer à vous-même les principes de qualité relationnelle que vous avez choisis. À vrai dire, la personne ne s'attend pas à ce genre de questions et marque sa surprise. Bien évidemment, elle répond oui, et le médiateur lui demande de lui rappeler les pics qu'il n'aimerait pas de la part de l'autre partie et en les appliquant concrètement à elle-même. Dès lors, la prise de conscience se fait jour et la personne réalise qu'elle-même, elle est également acteur du conflit en donnant prise et en alimentant par ses pics. Le médiateur demande à la fournir des exemples où Ah, alors, je ne sais pas, est-ce que c'est moi ou Hilaire? C'est Ah, Hilaire. je vous vois bouger, donc oui. Donc, ouais, ok, effectivement, on a quelques soucis parfois. Donc, Hilaire en était à la déclinaison conceptuelle, ce moment, en fait, où la personne va s'appliquer à elle-même les principes de qualité relationnelle qu'elle a choisis dans l'élévation conceptuelle. Et en fait, ça, c'est une étape qui est importante parce qu'elle va prendre conscience, parce que quand elle arrive en médiation, le conflit, c'est l'autre. Le conflit, c'est pas elle. Et là, dans cette déclinaison conceptuelle, quand elle va s'appliquer à elle-même, elle va prendre conscience qu'elle a aussi alimenté le conflit. Ça, elle ne l'avait pas imaginé. Et souvent, d'ailleurs, ça fait que, eh bien, un entretien individuel suffit
à faire prendre conscience. Alors, heureusement, ce n'est pas toujours le cas, parce que ça serait frustrant pour le médiateur, mais ça suffit à faire réfléchir la personne. Elle repart, et on a l'exemple souvent sur le terrain où après la personne appelle en disant écoutez, j'ai bien réfléchi, finalement j'ai contacté cette personne avec laquelle avant c'était la guerre, et finalement on va arriver à s'entendre. Et si on n'y arrive pas, on reviendra vers vous. Alors ça, pour vous là, qui êtes médiateur, peut-être que vous en avez cette expérience ou que vous l'aurez. Voilà, donc ça c'est la déclinaison conceptuelle. Donc on a vu avec Hilaire les différentes étapes, donc la contextualisation, les attentes par rapport à la médiation et par rapport au médiateur, l'élévation conceptuelle qui permet en fait aux personnes d'avoir un référentiel commun et un référentiel rationnel, c'est-à-dire en dehors de la confrontation de l'adversité, parce que quand les personnes viennent, elles sont dans un registre verbal de l'adversité avec une forte émotionnalité. Et le processus structuré, je ne sais pas si tout à l'heure Jean-Louis l'a dit, mais il permet également à faire baisser cette tension émotionnelle. Et donc, quand les personnes arrivent après à casser cette dynamique émotionnelle et à revenir sur le terrain de la rationalité, souvent, elles se rendent compte qu'elles se sont montées le bourrichon. Ça, c'est une expression que moi, j'ai entendue en médiation. Oui, c'est vrai que je me suis peut-être monté le bourrichon. Voilà, maintenant, quand elle fait ce constat, ça veut dire que le bourrichon n'est plus monté. Je ne sais même pas ce que veut dire exactement cette expression d'ailleurs, mais je l'avais trouvé très sympathique quand elle me l'avait dit. Et donc, elle revient sur le terrain de la rationalité. Et donc, après, il y a l'engagement du médiateur, la déclinaison conceptuelle, et puis la proposition de service du médiateur qui va lui proposer, dans le cas où elle serait en difficulté à pouvoir respecter ces principes de qualité relationnelle, ces règles de communication pendant la réunion, si elle veut bien l'aide du médiateur. Alors, en général, c'est oui. Et puis après, ce sont des formalités administratives et financières, évidemment. Et puis, ainsi se termine le processus structuré de l'entretien individuel. Tu voudrais rajouter quelque chose là-dessus, Jean-Louis ? Mais non, c'est super. Merci en tout cas, Hilaire, d'être parti, parce que ça a permis d'accélérer. Non, c'est une blague, c'est une blague. Non, j'ai rien à rajouter. Le processus, c'est toujours tentant. Hein. J'ai rien à rajouter, mais quand même, le processus, en fait, comme tu le dis, ce processus structuré, en fait, a été la première structuration vraiment méthodologique pour la résolution d'un différend. Et je peux même vous dire comment ça m'est venu. Comment j'ai pu créer ce truc. C'est que je filmais mes médiations, mes interventions, mes entretiens, lorsque j'avais des gens qui venaient, je faisais des formations, et puis il y avait des gens qui venaient aussi pour des médiations à l'époque, hein, c'était en 2002-2003. Et je filmais tout. Alors on me dira, mais ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu te rends compte, tu filmais tout. Il y a vraiment des gens complètement mythos, comme ils disent aujourd'hui. Et en fait, je filmais tout et je regardais. Alors parfois, je filmais de sorte que j'avais mis derrière moi un miroir et j'avais la caméra qui était tournée vers moi. Mais en fait, ce que les gens ne savaient pas spontanément, c'est que c'était eux qui étaient filmés. Et moi à côté. Mais c'était principalement eux parce que j'avais mis la caméra de telle sorte que je pouvais voir comment ils réagissaient. Et comme j'étais dans l'action, vous savez, quand on est dans l'action, on est comme un cycliste. Quand on dit qu'on est en train de pédaler, on ne peut pas réfléchir. Hein. Enfin, si vous commencez à réfléchir, vous allez moins vite. Enfin, faites l'expérience. Hein. Montez sur un vélo, puis réfléchissez à chaque mouvement que vous allez faire. Vous allez voir que vous allez vraiment ralentir votre mouvement. Enfin, déjà, si vous n'allez pas vite, vous n'allez pas vous en apercevoir beaucoup. Et si vous ne réfléchissez pas beaucoup, faute d'entraînement, vous n'allez pas savoir ce qui se passe. Mais dans la réalité, c'est que quand on ne peut pas réfléchir en même temps. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais filmer ça et je vais regarder après ce qui se passe. Et quand j'ai eu plusieurs expériences absolument extraordinaires avec des gens qui après, me disaient, mais non, je n'ai jamais dit ça.
Mais non, non, j'ai jamais dit ça. Vous dites ça, mais j'ai jamais dit ça. Et paf, j'avais la caméra et je disais aux gens, bah, écoutez, c'est simple, il y a la caméra qui est derrière vous. Euh, j'avais accroché la caméra au plafond. Et donc, comme ça, elle était directement tournée vers nous et elle était raccrochée à un téléviseur. Paf, je mettais le téléviseur et puis les gens revenaient un petit peu en arrière et puis les gens ils disaient ben ça, par exemple, j'avais pas fait attention. Alors, parfois, c'était lourd, hein. C'était quel con celui-là. Alors, mais moi, je ne profère jamais d'insultes. Hein. Et les mecs, ils se rendaient pas compte qu'ils étaient vraiment très insultants. Hein. Et donc, c'était assez marrant. Et donc, je me suis dit, il y a quand même quelque chose là à faire. Alors, je n'allais pas tout le temps filmer les entretiens. Et c'est comme ça que je me suis dit, j'ai retiré des entretiens les principales étapes qui étaient confrontantes. Alors, je ne vous dis pas, ça a demandé du taf, hein, parce que c'était pas la génération spontanée. Et donc, c'était plusieurs mois, enfin, je veux dire, ça peut-être pendant 2 ans, j'ai identifié comme ça les étapes de l'entretien individuel. Et le phénomène de l'inversion aussi, les formulations, le non, comme je parle du non-questionnement, pour ne pas questionner quelqu'un. Alors, de façon à l'aider à parler sans le questionner, de façon à ce que les gens n'aient pas le sentiment d'être dans un interrogatoire de police, tout simplement. Et ou alors d'être chez quelqu'un qui est curieux. Mais pourquoi il me pose cette question? Tu vois. Donc, c'est de la curiosité. Et ça, j'avais remarqué que ça agaçait les gens. Alors, parfois, je posais les questions exprès pour voir si ça les agaçait vraiment. Et je voyais que ça marchait tout le temps. Ça les agaçait. Alors, bon, je me disais, non, il faut que je trouve une autre formulation. Et la formulation, ça a été l'haltérocentrage. Et je me suis dit, il faut arrêter les questions ouvertes, par exemple. Alors, évidemment, ça marche parfois. Ça marche. Mais ça ne marche pas tout le temps. Alors, moi, que je recherchais quelque chose qui marche tout le temps. C'est comme ça que je me suis dit, tiens, ça, c'est des formulations qui sont centrées sur l'autre. Ah, ce que vous vous dites, c'est ça. Ah, vous pensez peut-être que, parce que j'ai mis ces idées-là qu'en fait, qui étaient énoncées par Hilaire, qui étaient des locutions adverbiales pour dire, en fait, peut-être que ce que vous vous dites, peut-être éventuellement, dans cette situation, ce que vous vous dites, ou en ce moment, vous vous dites que, ce sont des expressions que j'ai vues qui temporisaient, qui adoucissaient mes affirmations. Parce que moi, j'avais tendance à dire, ouais, ce que vous êtes en train de dire, c'est ça. Alors, bon, c'était un petit peu trop intrusif. Donc, je disais ce que vous êtes en train de dire. Après, je travaillais le ton. Hein. Il n'y a rien de meilleur. Donc, c'était Jérôme. Donc, j'amenais comme ça des propos qui étaient indicibles dans certains cas. Indicibles. J'ai dit des choses à des gens qui les touchaient beaucoup, mais tout simplement en leur disant, en fait, ce que vous êtes en train de dire, peut-être, c'est que vous avez conscience maintenant, trop tard, vous avez conscience de ce que vous avez fait. En fait, vous n'y avez jamais vraiment pensé. Et la personne disait, bah oui, j'y ai jamais pensé. Elle devenait beaucoup plus catégorique que moi. Mais j'ouvrais le chemin. J'ouvrais le chemin de sa réflexion. Et elle ne s'était jamais autorisée à dire ça à quiconque, même à elle-même. Hein? Je dis bien. Elle ne s'était même pas autorisée à se dire ces choses-là. Donc moi, je l'autorisais. Et toutes les locutions adverbiales, toutes les formulations comme celle-là, permettaient aux gens de se dire et de s'entendre, à tel point que quand j'avais filmé, parfois, les gens, je leur disais, qui est-ce qui a dit telle chose dans l'entretien? Ils disaient, ben, c'est moi. Enfin, ils parlaient d'eux. Hein. Non, non, c'est pas vous qui avez dit ça. C'est moi qui vous l'ai dit. Ah non, 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 c'est moi qui l'ai dit. Et donc, après, je disais, mais attendez, on fait une expérience. Tac, je mettais la caméra et je disais, maintenant, regardez qui est-ce qui parlait. Et les gens étaient sidérés parce qu'ils s'étaient entendus dire
Hein, je ne sais pas si vous pouvez poser comme ça doucement les mots. Il s'était entendu dire quelque chose qu'en fait, il n'avait jamais dit. Mais il l'avait entendu et le dire était en eux. C'est comme s'il l'avait dit. Et là, c'est à ce moment-là, moi, je me suis raconté le truc que c'était vraiment très efficace. Hein. Et je me suis dit, waouh, je vais affûter mon outil de façon à ce qu'il devienne beaucoup plus précis. Alors, j'ai travaillé la restitution de sens, mais c'est très difficile à communiquer cette instrumentation à des gens qui sont, par exemple, un peu complaisants avec la souffrance, hein, qui sont compatissants, qui sont bienveillants. C'est rien, ça c'est un ennemi, hein, je vous le dis, c'est la peste dans les entretiens. J'ai vu des gens, ouais, oh non, non, je n'ai pas pu lui dire ça parce que c'était trop dur. Non, c'était trop dur pour qui? C'était pas trop dur pour la personne, c'était trop dur pour celui qui n'était pas capable de le dire. Donc en fait, il faisait peser le poids de son incompétence sur l'autre. Et le fait que la personne n'aboutisse pas dans sa réflexion, ben, c'était de la responsabilité, c'est de la responsabilité du médiateur. Alors bien sûr, on se dit, ben, putain, mais attends, Lascaux, il est dur. Mais non, je ne suis pas dur, je suis aidant. Tu as vu un mec qui est en train de se noyer dans le lac, et tu vas lui dire, coucou mec, j'arrive doucement, le temps que tu prennes la bouée, il a coulé, il est mort. Et tu vas le chercher, tu l'arraches de là. Ou alors tu ne fais pas. Eh bien, en médiation, je ne vous dis pas d'être brutal, hein, il ne faut pas confondre brutalité et pertinence, efficacité, etc. Mais être précis, efficace, précis, pour pouvoir dire à quelqu'un, voilà ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais comme vous n'en êtes pas 100% sûr, vous dites peut-être, éventuellement, le cas échéant. Et dans tous les cas, vous pouvez lui dire, pour l'instant, vous ne voyez pas de solution. Pour l'instant, en ce moment. Et rien que ça, c'est l'ouverture. Et comme le dit Annie, combien de personnes j'ai eu en entretien, une fois, un shoot, en me disant, waouh, hey, qu'est-ce qu'il va me payer là? Parce que l'autre, il se barre, il a un entretien, et moi, j'étais là en train d'espérer un processus de médiation durable. et une fois, je vous le dis comme ça, il y a une vidéo d'ailleurs là-dessus, sur un DRH où j'étais intervenu. Il m'avait fait mobiliser une semaine d'intervention. Moi, je m'étais dit, bon, je vais tout vous dire, hein, à 2500 balles la journée, à l'époque, hein, je faisais ça, c'était en 2000 et quelques, 2500 € la journée, et je me suis dit, c'est une bonne semaine, quoi. Hein. Je vais pouvoir prendre un petit peu de relax après, mais bon, j'avais mon calendrier qui était plein, donc inutile de vous dire que je ne prenais pas de relax, mais bon, je me disais que c'était une bonne semaine qui allait s'engager. Et j'interviens dans l'entreprise. Il m'avait expliqué que c'était la catastrophe, qu'il y avait des menaces de mort, que c'était un type qui était dangereux. J'arrive, l'entretien a duré 35 minutes. Et le type a dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, on va négocier mon départ. Eh merde, moi, je venais de perdre une semaine. Je venais de perdre une semaine d'intervention. Donc, là, c'était ceux qui connaissent l'histoire, ils savent bien. Là, ça m'avait fait une misère quand même. Alors, je lâche l'affaire parce que je me dis, bah, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Et quand j'envoie la facture, c'est pas moi qui envoie, c'est Aïcha qui avait envoyé la facture à l'entreprise, au DRH en question, il lui dit, oh là là, Jean-Louis, il est cher. En plus, je venais de perdre une semaine et le mec, il critiquait mes honoraires, alors que le coût qu'il avait, objectif, hein, des montants qu'il avait perçus, qu'il perdait rien qu'en montant financier dans les grèves qu'il avait, parce que c'était un responsable syndical avec lequel il avait des problèmes, etc., depuis des années. Donc, il y a eu une enveloppe qui a été négociée, que j'ai négociée, mais je vous dis, ça s'est passé en 35 minutes. Sur un parking en plus. Même pas on avait occupé un bureau pour pouvoir faire la réunion. Donc, sur un parking, parce que le gars avait dit qu'il ne voulait pas me voir.
Alors, bon, il m'a vu, et puis on a discuté, et puis cette affaire s'est soldée très rapidement. Et donc, un entretien, et l'affaire était terminée. Et ça veut dire que l'entretien peut être confrontant, il est aidant, il permet aux personnes aussi de se positionner différemment. Et c'est ça qui est important, c'est que les personnes se positionnent dans leur vie. Et bon, il y a des relations plus durables, et là, ça va s'inscrire dans la préparation d'une réunion. Mais parfois, les gens, quand le conflit n'est pas très, très grave, hein, quand il est très émotionnel et affectif, mais pas très impliquant sur le plan des enjeux et des intérêts, eh bien, il y a un travail qui est fait sur la partie émotionnelle qui fait que les gens sont apaisés. Et là, ça leur permet de trouver une issue entre eux. Et le médiateur peut être frustré, mais c'est quand même satisfaisant. Voilà, parce que là, évidemment, quand tu parles de tout ça, il est question de la compétence du médiateur. Alors, tant pis pour la frustration. Jérôme a mis un message justement dans ce sens. Alors, je pense qu'on va pouvoir… bon, on a grillé l'heure qui nous est impartie, mais on est chez nous, donc on fait ce qu'on veut. Hilaire, tu es revenu, mais voilà, on a terminé le boulot. Hein. Non, mais tu as coupé, ton son n'est pas là, Hilaire. Désolé, Internet m'a lâché. Ouais, ok, il n'y a pas de souci, on a clôturé avec Jean-Louis. Alors là, c'est l'heure à laquelle généralement je me tourne vers Jérôme pour dire, Jérôme, est-ce qu'il y a de l'actualité? Mais attends, moi j'en ai deux. Deux actualités martiniquaises, enfin antillaises et guyanaises. Donc vendredi chez nous, il y a vendredi après-midi, vendredi 13 mai, il y a la remise des certifications pour la première promotion Rosa Parks et j'aurai plaisir de procéder à cette remise de certification avec Hilaire Annonay, avec Nathalie Boras, avec Micheline Rémion qui font partie du réseau des médiateurs professionnels de Martinique. Ça, c'est la première actualité. Donc, c'est un événement qui est évidemment très sympa. C'est précédé par 1 jour et demi de formation. Donc, demain, je suis en formation avec cette promotion. Et je dirais que c'est l'équivalent, mais vous ne me voyez pas, mais je le mets vraiment entre guillemets, du symposium national. Et puis, la semaine prochaine, il y a un nouveau parcours CAPEM qui s'ouvre et qui démarre le jeudi 19 mai. Donc, le premier module, Initiation à la médiation, c'est le 19 et le 20 mai. Voilà ce qui se passe chez nous. Jérôme, tu as peut-être d'autres choses à rajouter? Déjà, peut-être la thématique pour la semaine prochaine? Avant de parler de la thématique de la semaine prochaine, il y a une autre actualité, puisque il y a eu hier un webinaire avec Préventica sur le livre blanc de la qualité relationnelle dans les fonctions publiques, qu'elles soient territoriales, hospitalières, peu importe. Alors, ce livre blanc, il est accessible, vous pouvez le télécharger sur le site du CRESIR. Merci à vous tous et à vous toutes. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin, Annie. N'hésitez pas, comme le disait Jérôme, à faire connaître ce livre blanc et donc à promouvoir la qualité relationnelle dans les organisations. Merci à tous, merci à toutes. Passez une bonne semaine et puis on se voit la semaine prochaine.